Bonsoir. Une jeune femme fumeuse souffre depuis plusieurs mois de vaginose à répétition. Malgré les antibiotiques, les récidives se renouvellent. Alors, quelle solution lui proposer? Comment prévenir ces récidives? La réponse, nous l'avons trouvée lors des journées Infogyne, le grand rendez-vous national de la gynécologie française, qui se sont déroulées début octobre à Pau. L'une des sessions a été consacrée aux probiotiques et aux toutes dernières études cliniques, dont l'étude Evaflor, sur cette nouvelle option thérapeutique. Probiotiques et infections génitales, mode d'emploi, tel est le titre de ce mercredi de la pratique, où nous allons parler de la flore vaginale de toutes les femmes en période d'activité génitale, de la puberté jusqu'à la ménopause, sans oublier la grossesse. Mon invité présidait une des sessions sur le microbiote génital à Pau. Jean-Marc Bobo est à la fois infectiologue et andrologue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également directeur médical de l'Institut Fournier à Paris. Et Jean-Marc Bobo répondra aussi à toutes les questions que vous, téléspectateurs, allez poser pendant l'émission grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Nous y répondrons à ces questions en deuxième partie d'émission. Alors tout d'abord, Jean-Marc Bobo, on va parler de microbiote, mais alors est-ce que c'est pas un phénomène de mode? On entend beaucoup parler du microbiote intestinal et on dit même que c'est un second cerveau. On a parlé tout récemment lors d'un dernier congrès de microbiote cutané. Bon, c'est fashion comme concept. C'est fashion avec l'année dernière plus de 2000 publications dans des journaux médicaux, dans des journaux scientifiques. Ce sont des voies de recherche qui sont extraordinaires, qui vont offrir des perspectives à la fois de prévention et de thérapeutique qui vont, n'ayons pas peur des mots, probablement révolutionner la manière dont nous abordons un certain nombre de pathologies, que ce soit en gastro-entérologie, en neurologie, en pédiatrie et en gynécologie, bien évidemment, mais il y a sûrement encore des domaines que nous ignorons. C'est vraiment une voie de recherche d'avenir. Et avec une spécificité bien particulière pour chaque organe, finalement. C'est ça. Donc on ne parle pas du microbiote, on parle des microbiotes, puisque nous hébergeons dans notre organisme plus de 2 kilos de bactéries. Nous avons 10 fois plus de bactéries que de cellules vivantes dans notre organisme. Donc chaque organe ou chaque système a un microbiote bien particulier, et le microbiote vaginal, le microbiote gynécologique est quelque chose de bien spécifique. Alors justement, de quoi est constituée cette flore vaginale, en particulier chez une femme saine, non enceinte, non ménopausée et qui n'a pas de problème? Eh bien, la réponse, on va la voir avec Philippe Judelin, qui est gynécologue obstétricien, chef du service de gynéco au CHU de Nancy. C'est la flore vaginale. Cette flore vaginale, elle est très importante, elle est très nombreuse numériquement. Et elle est constituée essentiellement de lactobacilles, donc ces bacilles de Döderlein qui ont l'effet protecteur de cette cavité vaginale et des cavités génitales supérieures. Et puis, peut-être 10-15% de cette flore, c'est le reste. Le reste, ce sont de très nombreuses bactéries, grammes plus, grammes point, aérobie, anaérobie, également des champignons comme le candida. Mais ce qui est très important, c'est cet équilibre, enfin ce déséquilibre plus exactement, au profit des lactobacilles qui vont justement, par leur présence et les mécanismes d'action qu'ils ont, éviter toute contamination, soit à partir de la flore minoritaire, soit à partir de l'extérieur. Le vagin est une cavité ouverte vers l'extérieur, qui est confrontée, je dirais, aux bactéries digestives intestinales qui passent par l'anus, à proximité de la vessie, dans lequel on met des choses pas très stériles, comme des pénis, des doigts, etc., donc qui potentiellement seraient contaminées très facilement s'il n'y avait pas ce mécanisme protecteur que constitue cet écosystème. Alors, quel est justement, Monsieur Bobo, le rôle de ces lactobacilles? Alors avant, on les appelait des bacilles de Döderlein. Quel est leur rôle exact? Alors, comme le disait Philippe Judelin, dans un vagin de femme normale, il y a entre 100 millions et 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale, avec 90% de lactobacilles qui ont un rôle protecteur pour éviter à la fois la prolifération des autres bactéries qui existent à l'état normal dans le vagin, et puis protéger ces lactobacilles contre des invasions d'ordre externe, que ce soit lors des rapports sexuels ou par des contaminations de proximité, comme l'anus en particulier. Donc, ils sont dotés, mais pas tous, on pourrait revenir, ces lactobacilles, ils sont dotés de propriétés qui sont extrêmement importantes et très diverses, qui vont permettre de protéger la femme vis-à-vis des infections.
Alors justement, on parlait de déséquilibre, Monsieur Judelin en parlait, qu'est-ce qui va déséquilibrer la flore vaginale? Alors, une flore vaginale, c'est très fragile. Il peut y avoir des événements qui surviennent dans la vie des femmes, comme la grossesse ou comme la ménopause, qui sont des facteurs hormonaux qui vont agir sur la qualité de la flore vaginale. Mais il y a aussi des facteurs extérieurs, en particulier la prise d'antibiotiques. On sait bien que ça peut déséquilibrer. L'utilisation de produits antiseptiques pour la toilette, et puis le tabac en particulier, qui est un facteur de risque extrêmement important pour le déséquilibre de la flore. Et puis certaines pilules qui sont très faiblement dosées, qui chez certaines femmes peuvent occasionner des déséquilibres de la flore. Donc c'est une multitude de facteurs qu'il va falloir prendre en compte pour essayer d'apporter un bénéfice à ces femmes qui souffrent de ces déséquilibres. Et les femmes diabétiques, elles ont plus de risques d'avoir des déséquilibres? On dit que le diabète joue sur beaucoup de choses. Alors les femmes diabétiques ont davantage de risques, en particulier de développer des mycoses, puisque les champignons se développent très facilement en milieu sucré. Or, les muqueuses d'une femme diabétique sont plus sucrées que les autres. Donc, bien évidemment, il y a davantage de risques de mycose. Et là, la protection par les lactobacilles est extrêmement importante et peut jouer un rôle dans la prévention de ces mycoses. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui ont une flore plus fragile que d'autres? On vient d'en parler un petit peu. Et qui seraient donc beaucoup plus à risque de déséquilibre. Eh bien, je vous propose d'écouter la réponse sur ce sujet de Philippe Judelin. Maintenant, il y a de très importants travaux pour connaître le microbiote des femmes qui n'ont pas d'infection. Et on se rend compte qu'il y a différents types de flore et que selon le type de lactobacille prédominant, il peut y avoir une bonne ou une moins bonne protection vis-à-vis des infections. C'est les travaux en particulier d'équipe de Jacques Ravel aux États-Unis qui sont très très intéressants et qui nous montrent justement à quel point cette flore peut varier d'une femme à l'autre. Et les femmes, là encore, ne sont pas égales. Il y en a qui ont une meilleure protection que d'autres. Mais on retrouve un peu le même phénomène qu'on a au niveau de la flore digestive, où on sait que les flores intestinales sont différentes et que du coup, elles peuvent être à l'origine de pathologies. Le déséquilibre de la flore est caractérisé essentiellement par le manque de lactobacilles ou par des lactobacilles qui ne sont plus efficaces. Mais généralement, c'est plutôt numériquement qu'il n'y en a pas assez. Dès que ces lactobacilles, donc ces bonnes bactéries, ne sont plus là pour protéger cet écosystème, la flore minoritaire va pouvoir proliférer et donner des infections, des déséquilibres, des désagréments, les deux plus courants étant la vaginose bactérienne et la mycose. Alors, vaginose, mycose, tout ça, c'est le résultat d'un déséquilibre. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur la vaginose. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la flore, exactement? C'est deux choses différentes. Oui, c'est deux pathologies tout à fait différentes, mais parfois avec les mêmes mécanismes. Alors, le mécanisme principal, c'est la disparition ou la raréfaction des lactobacilles, mais aussi, parfois, le remplacement de bonnes souches de lactobacilles, c'est-à-dire des lactobacilles dotés de qualités efficaces de protection, par des lactobacilles qui, eux, n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Et donc, la nature ayant horreur du vide, quand les lactobacilles diminuent, eh bien, d'autres germes qui existent à l'état normal dans le vagin se mettent à se développer. Ce sont essentiellement des germes anaérobies, Gardnerella vaginalis, des mycoplasmes, qui vont apporter une pathologie qui est bien spécifique, bien particulière et que les femmes savent reconnaître. Et alors justement, est-ce qu'elles, spontanément, elles peuvent se dire « j'ai une vaginose », est-ce qu'il y a des symptômes spécifiques et pathognomoniques, comme on dit? Oui, bien sûr. La vaginose bactérienne, la principale caractéristique de la vaginose bactérienne, ce sont des femmes qui ont des pertes des leucorrhées qui sont très liquides, contrairement à la mycose qui donne des leucorrhées très, très épaisses, et surtout très malodorantes. Et c'est ce qui gêne énormément les femmes, puisqu'il y a une odeur très tenace qui se développe en particulier après les rapports sexuels et qui va gêner considérablement et perturber la qualité de vie de la femme. Mais est-ce qu'on peut confondre, ces manifestations, avec une IST, par exemple ? Alors, les IST peuvent donner des leucorrhées qui sont aussi très fluides, bien sûr, mais qui ne s'accompagnent pas de ce maître symptôme de la vaginose, qui est donc la malodeur vaginale. Une femme qui a une malodeur vaginale, et cette malodeur, elle vient du fait que certaines des bactéries produisent des amines aromatiques qui s'appellent la cadavérine et la putrescine. Bah, ça porte bien leur nom, Et ouais. donc, on se rend bien compte qu'effectivement, ces femmes sont particulièrement perturbées par ces odeurs, ce qui n'existe que dans la prolifération de ces bactéries-là et pas dans les infections sexuellement transmissibles. Alors, par exemple, dans une candidose, il y a beaucoup de candidats albicans, et puis quoi d'autre ? Alors,
La mycose, elle est différente dans les symptômes, dans la mesure où le principal symptôme de la mycose, ce sont les démangeaisons, les brûlures au niveau du vagin, au niveau de la vulve. Mais il peut y avoir une association des deux, c'est-à-dire que la candidose, c'est la prolifération de Candida albicans qui existe à l'état normal dans le vagin, sous l'influence d'antibiotiques ou éventuellement par déséquilibre de la flore. Mais il peut y avoir une association avec candidose et vaginose bactérienne. Et là, le diagnostic est beaucoup plus difficile parce que souvent, c'est la candidose qui est beaucoup plus symptomatique que la vaginose bactérienne. Et la vaginose peut se cacher derrière. Et malheureusement, si on ne la prend pas en compte, eh bien, on risque des récidives. Alors pour cette double peine, je dirais, qui est liée à un déséquilibre de la flore, que faire? Eh bien, le professeur Gidlin nous rappelle qu'il y a eu des remèdes de grand-mère. Pour renforcer ou rétablir une bonne flore, on a des probiotiques. Autrefois, les femmes essayaient de mettre du yaourt dans leur vagin, parce qu'effectivement, il y a certains probiotiques, ça ne marche pas, je vous rassure tout de suite. Mais on a depuis 50 ans, justement, fort de cette connaissance des bacilles de Döderlein, d'essayer de renforcer cette flore. Alors, les essais ont été pendant longtemps pas très concluants, parce qu'on n'avait probablement pas les bons lactobacilles et pas le bon moyen de les faire tenir, si je puis dire, dans le vagin. Là aussi, les travaux progressent et on sait maintenant, encore une fois, qu'il faut choisir les bons lactobacilles. Il y a maintenant disponibles certains probiotiques qui sont effectivement efficaces. Et on a d'autre part des formes galéniques essentiellement topiques, parce que c'est essentiellement par voie vaginale, qui sont efficaces et qui permettent de corriger ou de renforcer cette flore, que ce soit à titre très thérapeutique ou à titre préventif. Alors le message important, c'est que cette flore, cet écosystème vaginal, il est très important, mais il est fragile. Et tous les déséquilibres vont être la cause de désagréments au minimum ou véritablement de pathologies qui, graves ou pas graves, empoisonnent la vie des femmes et encore une fois sont très fréquentes. Donc je crois que le médecin doit y penser, doit chercher éventuellement un facteur favorisant comme les troubles hormonaux, la carence en œstrogène, et doit savoir qu'on peut renforcer cette flore ou supplémenter cette flore par des probiotiques qui sont maintenant efficaces. Alors, des probiotiques efficaces, certes, mais quel est je pourrais dire, le cahier des charges d'un bon probiotique ? Alors on a cherché pendant très longtemps, ça fait partie de toutes les études des dernières années, pour essayer d'identifier une souche de lactobacille ou plusieurs souches de lactobacille qui seraient réellement efficaces. Et en fait, on a un peu cartographié le vagin des femmes normales pour s'apercevoir qu'il y a une souche dominante qui s'appelle le lactobacille crispatus, que l'on retrouve majoritairement chez les femmes saines et que l'on ne retrouve plus quand la femme a un déséquilibre de la flore vaginale. Ce lactobacille crispatus est donc le marqueur de la bonne santé du vagin. Donc il faut choisir la bonne souche. Donc lactobacille crispatus, c'est ce qui se fait le mieux à l'heure actuelle. Il faut une fabrication qui soit une fabrication avec des normes pharmaceutiques. Malheureusement, il y a beaucoup de probiotiques que l'on voit encore sur les têtes de gondole de supermarchés qui n'ont absolument aucune valeur ni préventive ni thérapeutique. Donc il faut une bonne concentration de lactobacilles et il faut une voie d'administration qui soit efficace, puisque dans un vagin, quand il manque des lactobacilles, il faut pouvoir supplémenter avec une dose suffisante de lactobacilles. Mais alors, il y a des études qui ont été faites sur ce fameux Lactobacillus crispatus. Oui, il y a des études récentes, dont l'étude Evaflor qui a été présentée à Pau justement et qui a montré, c'est une étude versus placebo, une étude extrêmement sérieuse qui a porté sur une centaine de femmes et qui a permis de se rendre compte qu'en donnant des cures de lactobacille crispatus, donc c'est un produit qui s'appelle Physioflor, en comparaison avec des placebos, donc on a donné 14 jours de Physioflor ou 14 jours de placebo, on s'est aperçu qu'au bout des 4 cycles de traitement, on avait 2 fois moins de femmes qui ont récidivé une vaginose bactérienne avec le Physioflor qu'avec le placebo, ce qui est tout à fait très, très important pour ces femmes. Et même celles qui ont récidivé sous Physioflor avaient un délai de récidive qui était beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'elles ont récidivé beaucoup plus tardivement. Donc on a une étude qui nous montre de manière clinique et de manière évidente que ce type de lactobacille est efficace dans la prévention de la vaginose bactérienne. Oui, mais enfin, il faut faire quand même 4 cures, si j'ai bien compris. Est-ce qu'elles sont longues chacune? Comment ça se passe? L'avantage d'un produit comme Physioflor, c'est qu'on peut le donner avec des formes un petit peu espacées, c'est-à-dire une capsule. Pas tous les jours. Pas tous les jours, c'est une capsule, c'est 2 fois par semaine, ce qui fait que grosso modo, on peut donner des traitements avec 4 capsules par mois pendant 3 ou 4 mois.
vous avez raison d'insister sur le fait qu'il est très important de s'inscrire dans la durée. Quand on va supplémenter un vagin, il ne va pas immédiatement répondre de manière favorable. Rappelons que les probiotiques n'ont pas pour vocation de remplacer la flore naturelle, mais de créer une atmosphère propice au réensemencement naturel. Et pour ça, il faut des cures répétitives. Avec 4 capsules par mois, c'est tout à fait jouable. C'est bien toléré? Il n'y a pas de problème de tolérance. Sur cette étude, justement, on a regardé un petit peu versus placebo. Il n'y a pas de différence dans les 2 groupes au niveau de la tolérance. Ce sont des produits qui sont très bien tolérés. Alors comment on le donne en fait? C'est par voie locale ou générale? Parce qu'on pourrait se dire c'est plus facile d'avaler un comprimé que de mettre une gélule. Bien sûr, sauf que quand on donne un traitement par voie générale, il y a tout le tractus digestif à passer et on n'est jamais tout à fait sûr de la quantité de lactobacilles. Je disais tout à l'heure qu'il est important d'avoir un nombre de lactobacilles de colonies suffisantes pour réensemencer le vagin. Quand on fait un traitement par voie locale, on sait exactement la quantité de lactobacilles que l'on va distribuer et on est tout à fait sûr que cette quantité, elle va s'implanter. Et ça a été démontré par des études locales. Vous parliez de 4 cures et qui durent chacune comme étant 1 mois à peu près, vous disiez. Alors c'est ça. Alors donc on fait des cures de 1 à 2 semaines par mois pendant 3 mois à peu près. Donc de préférence après les règles quand on a affaire à une vaginose ou avant les règles quand on a affaire à une mycose. Et au niveau tolérance, qu'est-ce que ça donne? Donc il n'y a aucun problème de tolérance. Les femmes supportent parfaitement bien, surtout quand on donne des traitements espacés à 2 gélules par semaine. Ça se passe très très bien. Et par rapport aux règles, il vaut mieux prendre la gélule, le gynécologique, en dehors des règles, non, je suppose? Alors, il existe des probiotiques qui se donnent sous forme de tampons gynécologiques, mais bon, là on est dans un domaine qui est un petit peu plus efficace en donnant les gélules en dehors des règles. Donc je répète, vaginose bactérienne, c'est plutôt après les règles qu'on fait ce traitement et mycose, c'est plutôt avant. Voilà pour la femme en période génitale active, en dehors de la grossesse ou de la vaginose, où la vaginose est vraiment une affection désagréable, gênante, mais pas trop grave. On va aborder maintenant la femme enceinte où la vaginose perd son caractère bénin et peut devenir un véritable risque pour l'enfant, selon Pierre Marès, gynéco-obstétricien au CHU de Nîmes. Lorsqu'il y a ce déséquilibre de la flore vaginale, on sait qu'à ce moment-là, il y a des pullulations microbiennes qui vont venir contaminer le bouchon muqueux et donc fragiliser les membranes et favoriser la rupture des membranes. Et donc, ça peut agir au niveau de l'accouchement prématuré, voire de l'accouchement prématuré avec rupture des membranes et donc le risque infectieux pour l'enfant. Donc, on sait aujourd'hui que lorsqu'il y a ces vaginoses, on a beaucoup plus fréquemment des problèmes de chorioamniotite chez les femmes qui sont porteuses de ces pathologies. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de les dépister. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, en dehors d'avoir un souci permanent lors des consultations, de chercher des sensations d'inconfort chez la femme, des pertes discrètes, et de faire un test assez simple qui peut être le pH vaginal, qui est à portée de n'importe quelle consultation. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut faire une analyse plus précise avec ce qu'on appelle le score de Nugent, qui lorsqu'il est augmenté au-dessus de 4, on sait que cette femme est à risque. Et donc, dans ces cas-là, se pose la question d'un traitement pour rééquilibrer la flore vaginale et réduire le risque d'accouchement prématuré. Et l'autre élément qu'on peut rajouter à ce niveau-là, c'est que dans le postpartum, chez une femme qui a une flore vaginale non équilibrée, si elle a eu une épisiotomie, il y a plus souvent des infections et des cicatrices qui sont plus longues à cicatriser et surtout qui peuvent s'accompagner de phénomènes douloureux de façon prolongée. Alors, quel risque y a-t-il pour le bébé de traiter pendant la grossesse avec des lactobacilles? Écoutez la réponse de Pierre Marès. C'est un traitement simple, c'est un dépistage facilement accessible, c'est pas dangereux et il n'y a pas d'effet délétère de l'utilisation des probiotiques. Pourquoi s'en priver alors qu'on peut améliorer les conditions de naissance des enfants? Or, on se bat tous pour essayer de permettre aux enfants de naître le plus tard possible dans la grossesse. Voilà, alors, autre période particulière dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Sa flore vaginale évolue avec la baisse œstrogénique. Et ce qui a été dit pendant ces journées, c'est qu'il fallait en quelque sorte préparer le vagin pour une bonne ménopause. Alors, que se passe-t-il au niveau de la flore? Quel test peut-on faire pour savoir un peu où on en est? Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement
en particulier en début de grossesse? Alors en début de grossesse, ce qui est très embêtant, c'est que la vaginose bactérienne, dont on a dit tout à l'heure qu'elle était très symptomatique chez la femme non enceinte, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises odeurs, chez la femme enceinte, dans 50% des cas, cette vaginose, elle est asymptomatique. C'est-à-dire que la femme n'a aucun symptôme. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que plus on prend de bonne heure, on fait le diagnostic de bonne heure, et plus on traite de bonne heure, plus on a de chances de limiter le risque de récidive. Donc il est très important d'axer sur le dépistage. Alors, faut-il dépister toutes les femmes enceintes ? La réponse est non. On ne dépiste que les femmes qui ont des antécédents de prématurité, par exemple, ou des enfants qui sont nés avec des petits poids à la naissance. En revanche, et Pierre Marès l'a bien dit, et ça fait des années que je milite pour ça, en début de grossesse, toutes les femmes peuvent bénéficier d'un examen très simple qui consiste à mesurer le pH vaginal. En cas de vaginose bactérienne, ce pH est élevé et donc pour confirmer la présomption de vaginose, à ce moment-là, on pourra s'orienter vers un prélèvement et confirmer cette vaginose. Si on traite de bonne heure, si on dépiste de bonne heure, si on traite de bonne heure, on a toutes les chances de limiter le risque de prématurité. Après, c'est trop tard. Et c'est sans danger pour le bébé ? Ça ne présente aucun danger, ni le traitement antibiotique que l'on peut donner, ni les probiotiques. Il y a une méta-analyse qui a porté sur plus de 42 études de probiotiques qui ont été faites chez les femmes enceintes, et il n'y a aucun effet pervers, ni chez la femme pendant la grossesse, ni après chez l'enfant. Alors voilà pour le dernier trimestre de la grossesse, mais en début de grossesse, est-ce qu'on peut avoir aussi des problèmes de déséquilibre de la flore ? Bien sûr, et ils sont d'autant plus embêtants qu'ils se manifestent très peu et qu'il y a énormément de formes asymptomatiques, d'où l'intérêt de ce dépistage dont on parlait par la simple mesure du pH. Tout simplement. Alors, quel risque pour le bébé y a-t-il quand même de traiter pendant la grossesse avec des lactobacilles ? Alors, les risques sont nuls. Hein. Ça a été bien étudié par pas mal d'études qui ont été publiées. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a que du bénéfice à donner ce traitement. Il faut être tout à fait clair. Nous n'avons pour l'instant aucune étude qui permette de dire, d'affirmer que l'utilisation de probiotiques pendant la grossesse retarde l'accouchement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude de prévention de la prématurité. Mais on sait que c'est un produit qui est parfaitement sûr, qui ne donne aucun effet secondaire, ni chez la femme, ni chez l'enfant. Donc, à mon avis, c'est une perte de chance de ne pas traiter par probiotiques ces femmes à risque de prématurité. Alors, une autre étude, cette fois-ci, c'était chez des femmes ménopausées, avec des scores de Nugent entre 3 et 4, donc des femmes à haut risque de vaginose a été menée. Écoutons Gabriel André, il est gynécologue libéral à Strasbourg. Là a été donné, tout simplement, pendant 3 jours, matin et soir, des lactobacilles en grand nombre. Et on a constaté, là aussi, chez les 3/4 des femmes, une restauration, une harmonisation tout à fait incroyable du milieu, avec augmentation des lactobacilles. De façon très curieuse, les lactobacilles qui ont été donnés, mais aussi les lactobacilles endogènes de la patiente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que restaurer en lactobacilles exogènes permet à la patiente et aux lactobacilles endogènes de se multiplier. Et ça, c'est un fait qui est tout à fait intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la flore vaginale, sachant qu'il y a peu d'œstrogènes et que ces estrogènes, quand même, sont le carburant des lactobacilles chez une femme ménopausée ? Alors, pendant très longtemps, on a pensé que la femme ménopausée n'avait plus de lactobacilles du tout. En fait, on s'est aperçu, et on s'aperçoit de plus en plus, qu'en fait, cette femme garde un certain niveau de lactobacilles, c'est-à-dire qu'il y en a peu, mais qui garde une certaine efficacité dans la prévention vis-à-vis des infections. Malheureusement, toutes les femmes ne sont pas égales dans la ménopause, et on s'aperçoit que certaines femmes, elles, sont victimes, après la ménopause, de répétitions d'infections, que ce soit des vaginites bactériennes ou de la vaginose bactérienne. Et là, effectivement, on s'aperçoit que les traitements probiotiques et les études que l'on a pu mener et dont parlait Gabriel André sont tout à fait symptomatiques à cet égard. Ce sont des produits qui peuvent parfaitement pallier ces problèmes de déséquilibre de la flore, même après la ménopause. Alors, ces modifications laissent entendre qu'il peut y avoir quand même de grands risques d'infection. Mais il n'y en a pas forcément. Comment on peut expliquer ça ? Alors, il n'y a pas une femme qui est égale à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs hormonaux qu'on connaît bien, et puis il y a des facteurs environnementaux, et puis il y a le tabac, et puis il y a un certain nombre de facteurs qui font que... et puis il y a la prise d'antibiotiques, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que certaines femmes sont plus vulnérables que d'autres, et puis très probablement que certaines femmes ont une charge de lactobacilles qui est moins importante que d'autres, et elles sont effectivement plus vulnérables aux infections.
Alors, devant une vaginose, si on traite avec des œstrogènes, il y a une étude américaine qui a été faite là-dessus. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Est-ce que c'est suffisant? Alors, les estrogènes, comme vous l'avez dit, c'est le carburant des lactobacilles. Donc, on peut se dire avec les estrogènes, on met des estrogènes et les lactobacilles vont revenir. Oui, c'est vrai. Mais on s'est aperçu surtout que quand on associait estrogène plus lactobacilles, alors là, on boostait complètement l'effet de prévention. Et c'est une étude qui est tout à fait intéressante parce que ça permet de voir comment les probiotiques dont on ne pensait absolument pas qu'ils pouvaient être utiles après la ménopause deviennent carrément indispensables. Alors, et puis, il y a une autre étude que Gabriel André a présentée. C'est une étude randomisée chez des femmes qui présentent une atrophie vulvo-vaginale et une incontinence urinaire. 2 groupes ont été constitués. Toutes avaient des œstrogènes associés à une rééducation périnéale. Et certaines avaient en plus ce traitement reçu. Donc, elles avaient reçu des lactobacilles. Les résultats avec Gabriel André. De façon tout à fait incroyable et extraordinaire, et c'est vraiment ça qui m'a surpris, donné dans cette situation. En plus des lactobacilles, en plus de l'œstriol, des lactobacilles permet une amélioration tout à fait significative du pH, une diminution des infections urinaires, une amélioration de la continence urinaire et une amélioration de l'atrophie vaginale et de la souplesse et de la lubrification vaginale tout à fait significative. Donc moi je crois beaucoup à l'adjonction des deux. Il ne faut pas opposer traitement œstrogénique et lactobacille. Je crois que c'est vraiment ces 2 traitements conjoints en synergie qui vont pour moi donner la meilleure chance à nos patientes d'être protégées lorsqu'elles sont à risque de vaginose et de guérir lorsqu'elles en ont une. Alors, est-ce que cela voudrait dire qu'il faudrait donner un traitement à vie au moment de la ménopause? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Gabriel André. Pourquoi pas, chez les femmes qui ont une souffrance vulvo-vaginale, donc je reviens de Prague au Congrès mondial la semaine dernière, il a été dit clairement qu'il n'y avait pas de limite au traitement et les femmes qui étaient en souffrance, on pouvait tout à fait envisager un traitement à vie, avec probablement des petites fenêtres thérapeutiques, mais bon... Une fois qu'il n'y a plus d'œstrogène, si le vagin en souffre, il n'est pas impossible de traiter à vie et je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est votre question aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pourquoi pas. Mais je pense que la ménopause, ça se prépare avant. Et donc, il y a beaucoup d'études qui nous laissent à penser que quand on prépare le terrain de la ménopause en supplémentant, par exemple, avec des probiotiques, dans les quelques mois qui précèdent la ménopause, et qu'on continue ce traitement au-delà de la ménopause, on améliore considérablement l'état de la femme. En particulier, on diminue les risques de vaginite atrophique. Avec cet inconfort extraordinaire que peuvent avoir les femmes et ces douleurs lors des rapports sexuels, cette sécheresse. Donc ça peut être pallié par ces problèmes, par ces prises de probiotiques à commencer avant la ménopause. Et il y a même une étude chinoise qui a montré, chez la souris certes, mais que quand on supplémentait en probiotiques ces souris avant de les castrer, eh bien, il y avait un retard considérable à l'apparition de l'ostéoporose chez ces souris. Donc, pour l'instant, il n'est pas question de transposer à la femme, mais on ne voit que des bénéfices à l'utilisation des probiotiques. Et alors, en fait, au final, est-ce qu'il faut à la fois donner des estrogènes et des probiotiques, à votre avis? Alors, c'est l'idéal, bien sûr. Estrogène plus probiotique, c'est le cocktail idéal. Mais vous savez que, d'une part, il y a des femmes qui ne peuvent pas prendre d'estrogène après la ménopause parce qu'elles ont des antécédents pathologiques particuliers. Puis, il y a des femmes qui ne veulent pas entendre parler de traitement hormonal de la ménopause. Donc, l'alternative, c'est bien évidemment de leur proposer quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont les cures de probiotiques. Là aussi, espacées dans le temps, on peut envisager 1 à 2 semaines par mois ad vitam aeternam, comme le disait Gabriel André, pourquoi pas. Alors tout à l'heure, vous nous avez donné les résultats de l'étude Evaflor. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui d'autres études en cours avec le Lactobacillus crispatus voilà. Avec ce fameux lactobacille qui est donc le témoin de la bonne santé du vagin. Oui, on progresse, et on progresse maintenant sur une voie qui est non plus une voie préventive, mais une voie thérapeutique. C'est-à-dire qu'on se dit que ce lactobacille est doté de telles propriétés qu'il est tout à fait possible qu'il remplace les traitements antibiotiques, en tout cas dans la vaginose bactérienne. Jusqu'à maintenant, on traitait avec du métronidazole, et je vais vous dire, à titre personnel, quand j'ai des femmes qui viennent me voir avec des vaginoses récidivantes, je ne donne même plus d'antibiotiques, je donne directement les probiotiques. Mais il y a des études qui sont en cours pour essayer de démontrer, versus placebo, cette efficacité.
Alors, on arrive au terme de votre communication là-dessus. Ensuite, nous attendons vos questions. Votre conclusion, en fait, le schéma thérapeutique des probiotiques est différent selon les situations. Alors, par exemple, devant une candidose. Alors devant une candidose, alors la candidose isolée n'est pas c'est pas la meilleure situation pour donner les probiotiques. Par contre, les femmes qui font des candidoses à répétition, eh bien on peut leur proposer 1 à 2 semaines par mois avant les règles. Moi je donne 1 semaine, un traitement, soit avec une gélule tous les soirs de Physioflore, soit du Physioflore à LP avec 2 capsules une semaine avant les règles. En cas de vaginose? Alors c'est la même chose, mais cette fois-ci c'est après les règles. On va donner donc 1 semaine par mois, pendant 3 mois minimum. On va donner soit tous les soirs Physioflore normal, soit Physioflore LP, donc 2 capsules par semaine. Et pourquoi après les règles? Parce que ce qui déséquilibre la flore, le déséquilibre de la flore, c'est une élévation du pH, c'est une perte de l'acidité. Or, le sang est extrêmement alcalin et donc l'ambiance vaginale, l'atmosphère vaginale après les règles, chez une femme qui est fragile, qui a peu de lactobacilles, c'est plutôt de voir éclore la vaginose bactérienne juste après les règles. Donc, si on cale ce traitement probiotique, on va immédiatement baisser le pH et permettre d'éviter la vaginose. Et puis, il y a la classique situation du post-antibiotique. Est-ce que là, c'est une prescription systématique? Oui, même titre que l'on donne des probiotiques à visée intestinale pour éviter les diarrhées post-antibiotiques. Et à cet égard, je voudrais être tout à fait clair, on ne traite pas des problèmes gynécologiques avec les mêmes probiotiques qu'on traite les problèmes intestinaux. Ce sont 2 mondes tout à fait différents. C'est important de le préciser. Ça, c'est très important. Et donc, chez les femmes à risque, qui ont par exemple souvent des mycoses ou des vaginoses après traitement antibiotique, au milieu du traitement antibiotique, on peut commencer une cure de probiotiques et la continuer environ 1 semaine après la fin du traitement antibiotique. Voilà, nous allons passer maintenant à vos questions. Alors, première question qui nous arrive. Une femme peut-elle être ennuyée par une vaginose tout au long de sa vie? On lui souhaite que non. Non, je pense qu'effectivement, il y a énormément de facteurs extérieurs sur lesquels on peut intervenir qui font que ces femmes, on doit leur trouver une solution. Mais c'est vrai qu'une femme qui est hypoestrogénique, qui a peu d'estrogène, qui fume et qui prend des antibiotiques pour X raisons, je pense en particulier à certaines femmes qui ont des problèmes de peau, qui sont obligées de prendre des antibiotiques, ce sont des femmes qui sont très exposées. C'est chez elles qu'il faudra effectivement faire ces traitements préventifs avec les probiotiques. Alors, est-ce que ces probiotiques sont efficaces, me demande-t-on, contre les Gardnerella? Bien sûr, Gardnerella, c'est une des bactéries qui est marqueur de la vaginose bactérienne. C'est pas la seule. On peut retrouver des Gardnerella, on peut retrouver des Mobilinchus, des Atopobium vaginae, et puis toute une série, tout ce qu'on appelle la flore anaérobie polymorphe. Les probiotiques ont pour but non pas d'agir sur le Gardnerella, mais de réensemencer le vagin de manière à ce que l'équilibre se refasse au bénéfice des lactobacilles avec diminution naturelle des Gardnerella. Donc on ne cherche pas à tuer les Gardnerella, on cherche simplement à rétablir l'équilibre naturel et physiologique du vagin. Et de préférence, quels sont les probiotiques à privilégier, lesquels vous préférez? Alors, on a dit tout à l'heure, on a parlé de la souche de Lactobacillus crispatus, qui, encore une fois, est la souche qui a été identifiée comme le vrai marqueur de du vagin sain, de la femme saine. Il existe d'autres lactobacilles comme le Gasseri ou comme le bon vieux Rhamnosus que l'on trouve dans pas mal de préparations, qui ont une efficacité qu'il faut défendre, qui est tout à fait bonne aussi. Mais il faut reconnaître quand même qu'avec le Lactobacillus crispatus, là, on dispose vraiment d'un produit qui a été testé. Et donc, l'étude Evaflor que l'on a montrée, c'est une étude clinique qui montre à l'évidence que c'est efficace sur la prévention. Alors, au niveau de la vaginose, quelle valeur accorder, me demande-t-on, aux symptômes génitaux, brûlures, prurites, pertes, etc. sont-ils pathognomoniques d'une vaginose? Le seul symptôme pathognomonique d'une vaginose, c'est la malodeur. C'est cette odeur, pardonnez-moi, mais de poisson pourri, puisque c'est exactement comme ça, que la femme ressent, soit spontanément, soit après chaque rapport sexuel, puisque ces amines aromatiques dont on a parlé tout à l'heure sont d'autant plus volatiles, elles sentent d'autant plus mauvais que le pH augmente. Or, le sperme
a un pH extrêmement alcalin et donc après chaque éjaculation, il y a une très très mauvaise odeur. Donc ces femmes souffrent énormément et leur qualité de vie est altérée. En plus, c'est quand même un facteur de risque chez la femme enceinte, on l'a vu. Et n'oublions pas que ça multiplie considérablement aussi le risque d'acquérir ou de développer des infections sexuellement transmissibles. C'est un facteur qui multiplie les risques d'acquisition des infections sexuellement transmissibles. C'est fréquent, la vaginose simple, qu'elle soit virale d'ailleurs ou bactérienne? Alors la vaginose bactérienne, c'est l'infection la plus fréquente chez la femme. On a souvent dit que c'était la mycose, mais la vaginose bactérienne est au moins aussi fréquente que la mycose et probablement plus. On considère que 30% des femmes qui ont des infections gynécologiques ont une vaginose bactérienne. L'usage des probiotiques vaginaux permet de réduire le risque de récidive de vaginose bactérienne, mais chez combien de femmes? Alors, dans l'étude que nous avons faite, les fameuses études Evaflor, on a vu qu'on diminuait le risque de récidive d'un facteur 2, c'est-à-dire qu'on diminuait de 50% le nombre de femmes qui étaient atteintes. Maintenant, c'est des traitements qu'il faut poursuivre, qu'il faut répéter dans le temps, et on peut arriver à stabiliser complètement un microbiote vaginal à condition d'être suffisamment long. Donc, il faut des traitements répétés et des traitements qui prennent en compte également les facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il faut inciter les femmes qui fument à ne plus fumer. Il faut limiter le risque, la prise d'antibiotiques. Et les femmes qui ont une hypoestrogénie parce qu'elles prennent des micropilules, par exemple, peut-être rétablir un petit peu l'ordre. Alors, est-ce que certaines femmes sont plus sensibles que d'autres à ces traitements? Il y a des femmes, surtout quand elles n'ont pas trop de facteurs aggravants, comme le tabac, réagissent beaucoup mieux avec les probiotiques. C'est vrai que quand on arrête les probiotiques, on a un risque de rechute si les facteurs de risque ne sont pas maîtrisés. Donc les femmes qui ont simplement un petit déséquilibre de la flore vaginale vont répondre complètement à 100% avec des probiotiques. D'autres pourront mettre beaucoup plus de temps parce qu'il y a des facteurs de risque surajoutés. Alors, de façon plus générale, devant une prescription d'antibiotiques, c'est une autre question qui arrive. Est-ce qu'il faudrait systématiquement ajouter des probiotiques ? Alors, il y a deux réponses. Au niveau intestinal, chez ces femmes, c'est devenu presque une habitude maintenant. C'est dans le domaine courant. Chez les femmes qui ont des antécédents de vaginose bactérienne ou de mycose vaginale, il est clair qu'il faut penser aux probiotiques. Et à ce moment-là, il faut donner des probiotiques par voie vaginale. Et cette voie vaginale, elle doit être commencée au milieu du traitement antibiotique et poursuivie au moins une semaine après la fin du traitement antibiotique. Alors, autre question. Oui, pourquoi vous dites que le crispatus, me demande-t-on, est le marqueur de santé vaginale ? Tout simplement parce que des études qui ont cartographié le vagin de femmes saines ont montré que c'était celui que l'on trouvait le plus fréquemment chez les femmes saines, 2 fois plus fréquemment que les autres et 10 fois plus fréquemment que d'autres. Et surtout, il disparaît quand la femme a un vagin déséquilibré. Pardon, c'est donc le vrai marqueur de la bonne santé du vagin. Et pourquoi le crispatus, me demande-t-on, serait meilleur que le lactobacillus rhamnosus ? Justement parce qu'il est très plus fréquent. Très bactériaux tout ça. Oui, c'est très bactériaux. Indépendamment du fait qu'il est fréquent, il a des capacités, il produit de l'acide lactique, il produit du peroxyde d'hydrogène, qui est un facteur extrêmement protecteur vis-à-vis des autres infections. Et surtout, il a démontré des actions contre le Candida albicans, une action contre le Gardnerella vaginalis, une action contre chlamydia et même contre le papillomavirus. Donc, toutes ces études ont été faites in vitro et montrent que, avec toutes ces qualités, c'est vraiment le prototype du bon probiotique. Autre question, le risque d'infection génitale haute sur DIU, dispositif intra-utérin, est-il réel sur DIU de la vaginose ? Oui, c'est le risque d'infection génitale sur DIU de la vaginose. Alors, c'est vrai que le stérilet est un facteur qui est un petit peu à risque. On l'a beaucoup exagéré, mais c'est vrai que certaines femmes, et en particulier les femmes qui ont des stérilets inertes, c'est-à-dire sans hormones, ont plus de risque de développer une vaginose bactérienne. Par contre, c'est pas une raison suffisante pour retirer le stérilet. Quand on donne des probiotiques, on arrive à régulariser assez facilement le microbiote vaginal, et donc cette femme peuvent garder leur stérilet sans problème. Mais c'est vrai qu'on a plus de risques avec des stérilets inertes qu'avec un stérilet à la progestérone.
Toujours sur les probiotiques, c'est quoi? Comment choisir un bon probiotique? Bon probiotique, c'est d'abord choisir la bonne souche, on l'a dit, choisir la bonne voie, c'est-à-dire la voie vaginale à privilégier pour l'instant, et puis des durées de traitement, et puis les bonnes indications. On n'a pas parlé des cystites, mais c'est vrai que un certain nombre de femmes qui font des cystites récidivantes peuvent bénéficier du traitement par probiotique, tout simplement parce que les bactéries qui sont responsables des cystites récidivantes transitent par la zone vestibulaire, c'est-à-dire l'entrée du vagin, et souvent cette zone peut être déséquilibrée. Donc l'utilisation, il y a eu des études qui ont démontré que l'utilisation de probiotiques chez ces femmes à titre préventif pouvait diminuer là aussi de moitié les cystites. Donc il faut bien choisir son indication, bien choisir son type de lactobacille et surtout sa voie d'abord. Et sa voie d'abord, oui, parce que on voit que le mode d'administration est très important. Bien sûr. Local ou général, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Alors, il y a probablement des voies de recherche dans ce sens et il faudra peut-être en tenir compte ultérieurement, mais pour l'instant, c'est la voie vaginale. Voilà, écoutez, j'ai beaucoup de questions qui arrivent encore. Malheureusement, on n'a pas trop le temps d'y répondre à toutes. Dernière, quand même, c'est quoi l'avenir des probiotiques? Est-ce que c'est vraiment des nouveaux produits? En matière de gynécologie, on a beaucoup d'espoir pour pouvoir remplacer les traitements antibiotiques, en tout cas certains traitements anti-infectieux, par les probiotiques. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec la résistance des antibiotiques, la résistance bactérienne aux antibiotiques. Moins on pourra utiliser ces antibiotiques, plus on a de chances de se les garder pour les cas difficiles. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important de se dire qu'on est à l'ère d'une nouvelle prise en charge thérapeutique et préventive vis-à-vis de ces infections qui gênent tellement la vie des femmes. Voilà, c'était bien de parler de la vie des femmes en conclusion. C'est la fin de cette émission. Jean-Marc Bobo, je vous remercie. Merci d'avoir consacré tout ce temps. Merci à vous tous de nous avoir suivis et d'avoir posé vos questions. Et on se retrouve très vite sur les mercredis de la pratique.